Go is the world's oldest continuously played board game. It is one of the simplest and also most abstract. Beating a professional player at Go is a long-standing challenge of artificial intelligence. Everything we've ever tried in AI just falls over when you try the game of Go. The number of possible configurations of the board is more than the number of atoms in the universe. AlphaGo found a way to learn how to play Go. So far, AlphaGo has beaten every challenge we've given it, but we won't know its true strength until we play somebody who is at the top of the world, like Lee Sedol. A match like no other is about to get underway in South Korea. Lee Sedol is to Go what Roger Federer is to tennis. Just the very thought of a machine playing a human is inherently intriguing. The place is a madhouse. Welcome to the DeepMind Challenge. The whole world is watching. Can Lee Sedol find AlphaGo's weakness? Whoa. Is there, in fact, a weakness? The game kind of turned on its axis. Look at his face. That is not a confident face. It's developing into a very, very dangerous fight. Ooh, hold the phone. Lee has left the room. In the end, it is about pride. I think there's something went wrong. Yeah, it's made a mistake. It's gotta pronounce a miracle. These ideas that are driving AlphaGo are going to drive our future. This is it, folks. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà dans la troisième partie de notre cours sur la transition numérique et son impact sur la société. Nous avons fait d'abord une première introduction générale où on a refait un peu l'histoire, où on a essayé de comprendre d'où venaient ces outils numériques, quelles étaient leur histoire et où allions-nous avec l'évolution de ces techniques. Puis nous avons insisté sur le cœur de notre sujet dans une première partie sur la transition numérique elle-même en tant qu'infrastructure numérique. Nous avons essayé de comprendre comment les révolutions techniques, comment les innovations technologiques avaient une certaine rationalité. Nous avons essayé de comprendre, grosso modo, quand une organisation ou une société s'engage dans la transition numérique, qu'est-ce que la technologie, qu'est-ce que la socio-technique, qu'est-ce que l'infrastructure technologique apporte comme possibilité de transformation organisationnelle et sociétale. Dans cette troisième partie, du moins dans cette deuxième partie, mais troisième si l'on compte une très longue introduction, nous allons nous concentrer particulièrement sur la révolution des 20 prochaines années, c'est-à-dire la généralisation et l'émergence de l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle, le fait de pouvoir rendre de plus en plus autonomes des artefacts, des techniques de communication et d'information, va être véritablement la clé angulaire qui va nous faire passer dans un autre monde. Je voudrais dans une première partie, dans une sorte d'introduction sur l'intelligence artificielle, revenir un peu sur un moment historique. J'attache beaucoup d'importance à l'idée que faire un petit regard sur le passé nous permet de prévoir, d'étudier les mouvements futurs qui vont arriver. Puis par la suite, nous rentrerons dans le cœur de ce qui se passe dans un cerveau numérique, dans une intelligence artificielle. Et nous verrons comment, en tant qu'être humain, être obligé de penser à une pensée artificielle, à un artefact de cognition, nous a amené nous-mêmes à réfléchir sur notre propre façon de mener du raisonnement, de développer nos capacités cognitives. Et il y a un va-et-vient entre notre compréhension et la nécessité de produire des artefacts de plus en plus performants et comment ces artefacts nous interrogent sur ce qui est l'information, la cognition, mais aussi ce qui dépasse aujourd'hui le champ de la cognition et de l'information. L'intelligence artificielle s'inscrit avant tout dans une longue histoire de la rationalisation des organisations. Là où je veux insister, c'est que les outils numériques aujourd'hui qui nous surprennent, qui nous fascinent par cette capacité à penser, à calculer. Aujourd'hui, n'importe quel joueur d'échecs est battu par un robot, un joueur de Go est battu par un robot. Nous ne demandons plus à notre voisin ou à la personne sur le trottoir de nous guider sur un chemin. Les intelligences artificielles sur ces champs ont pris possession de certaines de nos compétences et nous ont entièrement remplacés. On le voit bien. Là où je voudrais insister dans cette introduction, c'est sur la question de la rationalisation de notre société et de la fascination qu'il y a eu pour certains chercheurs
à réfléchir sur la question de l'intelligence. Le premier champ de réflexion sur l'intelligence était l'intelligence organisationnelle. Nous avons voulu d'abord réfléchir à cet artefact, à cette première technologie qui est l'organisation. Que ce soit en entreprise, en administration publique ou dans des groupes restreints, le XXe siècle, c'est avant tout une réflexion sur ce que c'est qu'une intelligence quand elle n'est plus enfermée chez un être humain, mais qu'on doit la dédier, on doit la fabriquer, on doit la designer dans un artefact. Et rappelez-vous, le premier artefact est celui de l'organisation. L'entreprise, l'administration, c'est un ensemble de procédures, un ensemble de règles. Mais ces règles nous sont extérieures, elles sont extérieures à l'échange humain, elles sont extérieures à l'intersubjectivité entre les humains, et ce sont des outils, des dispositifs réglementaires, organisationnels, des injonctions, des dispositifs aussi matériels à travers l'agencement des bureaux, qui vont essayer de nous pousser à nous synchroniser auprès de cette référence rationnelle et nous aider à ce que collectivement nous prenions des décisions de plus en plus performantes et de plus en plus rationnelles. C'est ce champ de l'organisation, c'est ce champ de l'administration, comme on dit aux États-Unis, qui a été le berceau de la réflexion sur l'intelligence artefactielle, l'intelligence d'un artefact. Comment une entreprise peut être raisonnable. Donc, on n'a pas attendu l'informatique, on a rencontré l'informatique. Ce champ des sciences de l'organisation a rencontré l'informatique, mais elle avait déjà une théorie et une maturité sur ce que c'est que la décision rationnelle, ce que c'est que raisonner à travers un artefact qu'est l'organisation. Il y a eu dans les années 60 les théories de la décision, puis ensuite, au niveau industriel, dans les années 70, la mise en place des premiers tableaux de bord de contrôle de processus industriels, de contrôle de qualité. Dans les années 80, avec l'arrivée de l'informatique, ça a été l'avènement des tableaux de bord. Les tableaux de bord de managers qui aidaient à la décision et à la réactivité du cadre dirigeant. Puis ensuite, devant la masse de bases de données, l'explosion du data mining, ça veut dire la gestion de la mémoire. Les entreprises et les organisations se dotaient de mémoires de plus en plus immenses, dans lesquelles il était de plus en plus difficile de retrouver des informations. Parce que oui, la technique informatique va apporter des plus-values, va apporter des compétences nouvelles. L'archivage, l'accès à l'information semblait de plus en plus rapide. Mais on voit très bien que la technologie embarque avec elle des conséquences latentes. C'est-à-dire des conséquences qui ne sont pas prévues par celui qui design et qui crée l'innovation et qui vont amener à un moment à devoir remettre en cause cette innovation. Le data mining, par exemple, ça a été un grand moment face à ces bases de données de plus en plus immenses que de découvrir, à vouloir enregistrer tout et n'importe quoi, qu'il était de plus en plus difficile de trouver une information pertinente. Puis enfin, les années 90 et les années 2000, qui voient l'émergence de la data analyse, ça veut dire de techniques de plus en plus poussées de reconnaissance et de compréhension. Et à ce moment-là, on rentre véritablement dans l'intelligence artificielle telle que la pensée commune l'a définie. Donc rappelez-vous, c'est d'abord une théorie de la rationalité en organisation qui va rencontrer l'informatique pour former véritablement les sciences cognitives et leur application technique que sont l'intelligence artificielle. Tout a commencé en 1956. C'est simple, avec ces inventions contemporaines, on a une traçabilité et on peut dire que vraiment l'acte de naissance de l'intelligence artificielle se situe dans une réunion informelle entre une dizaine de bons gars, une dizaine de jeunes ingénieurs et de jeunes chercheurs qui, au Dartmouth College, s'étaient réunis lors d'un séminaire et avaient décidé de trouver une méthode de formalisation de la raison et à l'époque, en 1956, de leur possible computation de cette formalisation. C'est avant tout du papier, c'est avant tout des règles, des méthodes, une forme, à proprement parler, que l'on met en place pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que penser. Bien sûr, dans l'arrière-fond, il y a l'idée un jour de pouvoir faire un outil qui nous aide à penser. Mais ne croyez pas que c'est la technique qui a déterminé, c'est vraiment un mouvement du XXe siècle, le mouvement qui dit comment on fait pour créer un artefact cognitif qui est au départ le collectif, l'entreprise, l'organisation, voire la société. 4 noms majeurs vont rentrer dans l'histoire, John McCarthy, Marvin Minsky, mais surtout Alan Newell et Herbert Simon. Herbert Simon, nous le verrons plus tard,
qui a été prix Nobel d'économie, des penseurs multidisciplinaires qui viennent de la science politique, de la sociologie, de la psychologie cognitive ou la psychologie sociale, mais aussi des mathématiques, mais aussi de l'informatique. C'est donc une vraie vision pluridisciplinaire extrêmement complexe qui va s'attacher à l'idée de pouvoir formaliser dans des algorithmes le processus de raison. Ils vont donner naissance aux 2 laboratoires qui sont aujourd'hui les 2 laboratoires phares de l'intelligence artificielle, qui ont été très longtemps les 2 laboratoires phares de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui la Chine et l'Inde sont vraiment des cœurs d'activité sur l'intelligence artificielle actuelle, mais en tous les cas les 2 laboratoires fondateurs, ceux qui ont mis en place vraiment le fondement des théories en intelligence artificielle, que sont les laboratoires en IA du MIT, près de Boston, à côté juste de Harvard, et le laboratoire de l'université de Stanford, de l'autre côté, côte ouest, en Californie, près de San Francisco. Revenons sur les 2 fondateurs qui m'intéressent ici. Je les ai pris justement pour exemplifier mon propos. On aurait pu discuter sur quelles sont les vraies incarnations de l'intelligence artificielle, mais ce qui m'intéresse, c'est la relation entre Herbert Simon et Allen Newell. Herbert Simon, c'est avant tout un psychologue, c'est avant tout un sociologue, c'est avant tout quelqu'un qui réfléchit à ce que c'est que être raisonnable et rationnel quand on est dans un collectif. On est juste après la Seconde Guerre mondiale et on a bien vu, l'espèce humaine, c'est ne pas être rationnel et c'est ne pas être raisonnable. Elle a même plutôt tendance, dans les collectifs, à régresser vers l'imaginaire, à régresser vers le pulsionnel, à régresser vers l'émotionnel. Herbert Simon a toujours été attaché à découvrir les règles qui permettent à un collectif de maintenir une raison, de maintenir une rationalité et d'optimiser les processus de décision les plus raisonnables possibles et les plus sûrs possibles. Allen Newell, lui, c'est vraiment le geek. C'est le mathématicien, génial, celui qui va devenir évidemment très rapidement l'informaticien, génial. Et la rencontre entre les 2 vont amener à la théorie de l'human problem solving. Comment un être humain résout ses problèmes. Et comment on peut en faire la formalisation, les règles, une description extrêmement rigoureuse et formelle pour qu'elle puisse devenir une règle collective, une injonction normative pour que quand on est en collectif, on suive cette procédure à l'échelle d'une entreprise, voire à l'échelle d'un groupe social beaucoup plus large, des entreprises mondialisées et pourquoi pas de l'administration d'un pays. Donc ils vont décomposer en petites fonctions élémentaires de raisonnement, de mémorisation, de perception, le système qui va devenir le système fondamental de la formalisation de l'intelligence et qui sera à l'origine des sciences cognitives. La grande force de ces individus, c'est de ne pas avoir fait une sorte de forme abstraite de la raison, de forme intelligente de la raison, mais d'essayer de formaliser le véritable processus de rationalisation des entreprises, le véritable processus de rationalisation d'un être humain. Ils vont énormément insister sur le fait qu'un être humain n'a pas l'information. L'information est incomplète, elle est biaisée, elle est surtout incertaine. On ne sait pas si nous avons toutes les informations, les bonnes informations, si elles ne sont pas biaisées, trafiquées, si on ne va pas faire une erreur. Cette angoisse et cette incertitude pèsent sur la raison. Et un des éléments majeurs, c'est d'avoir pointé cette rationalité limitée. C'est-à-dire le fait que tous nos processus sont déterminés par notre angoisse et notre incertitude. Par le fait qu'on n'est pas sûr, que l'on prend des risques, qu'on doit calculer ces risques et qu'on est très hésitant sur les processus de décision. Deuxième point important, nous avons tous des visions différentes. Nous avons tous des buts différents. Nous avons tous des chaînes de valeurs différents qui font que telle ou telle décision sera préférée à un moment donné. Et ces chaînes de valeurs, ces systèmes de valeurs, la motivation, les objectifs vont être intégrés au système comme une définition formelle. On ne peut pas imaginer un artefact rationnel sans lui intégrer, sans lui implémenter un système de valeurs, une hiérarchie dans la représentation du monde et un système de priorités. Troisième élément possible, nous sommes capables de simulation. Nous imaginons les futurs. Nous arrivons à projeter
nos décisions avant même de les exécuter. Donc nous multiplions les scénarios possibles et nous essayons d'imaginer avec des règles formelles le calcul de probabilité, de réussite, d'échec, de conséquences et de risques. Cette capacité simulatoire, cette capacité à multiplier les scénarios, à les évaluer, à les peser, sont le propre de l'homme, sont vraiment la spécificité de l'être humain, celui de se représenter le monde et de pouvoir le faire tourner dans un simulateur cognitif qui lui permet d'imaginer plusieurs scénarios et d'en calculer les conséquences. Ça va être un des éléments majeurs dans la réflexion de l'intelligence artificielle, la capacité à établir des règles du monde qui puissent être simulées. Troisième élément, c'est la réflexion sur les conséquences latentes. Quelle que soit votre capacité de raisonner, il y a toujours des imprévus. Le monde ne correspond pas à ce que vous vouliez. Toutes vos simulations sont constamment déjouées. Et donc le monde va faire émerger des conséquences qui n'étaient pas prévues. Et donc l'apprentissage, la réactivité, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation à ces situations nouvelles, à ces situations émergentes dont nous sommes la propre source. Une conséquence latente, c'est une conséquence qui est le fruit de mon action, alors qu'elle n'était pas du tout ni voulue, ni prévue, ni attendue, et qui change complètement la donne pour la continuité de mon action. Donc l'adaptabilité, le feedback, les boucles de rétroaction qui nous permettent de comprendre vont permettre de formaliser justement l'appréhension des conséquences latentes et qui empêchent qu'un bateau fonce sur un iceberg sans même avoir eu la capacité de réagir. Quatrième élément, le jugement, l'évaluation des résultats, la mesure, la capacité à comprendre que tel choix a été de meilleure qualité qu'un autre choix, le test, l'expérimentation, tout ça sont des éléments fondamentaux de la cognition humaine. Vous voyez, faire un beau raisonnement formel, ce n'est pas du tout l'entreprise ni de Simon ni de Noël, c'est véritablement pouvoir mettre en place quelque chose qui ressemble à la cognition humaine, quelque chose, c'est vraiment de mettre en place quelque chose qui ressemble à la cognition humaine. Et c'est ça qui va donner une grande puissance à la formalisation de l'intelligence artificielle. Dernier élément important qui a été véritablement une révolution, nous ne cherchons pas, comme dans les théories économiques classiques, le maximum de performance, mais nous cherchons le minimum de performance acceptable. Un maximum nous emporterait dans une boucle continue, dans une boucle infinie de recherche d'une action. Elle différerait nos actions de plus en plus loin parce qu'il y a toujours mieux, il y a toujours plus, et nous prendrions d'énormes risques à chercher le maximum des résultats. En fait, on s'est bien rendu compte que dans la vie professionnelle, on se donne des objectifs minimums. C'est-à-dire qu'un seuil de satisfaction en dessous duquel on ne sera pas content et on cherchera plus, mais atteint cet objectif, en fait, nous stopperons et nous considérons que nous avons réussi. Idem pour les pertes. Il y a, à l'inverse, un maximum de pertes que l'on pourra supporter et nous testerons en permanence tant que notre perte en ressources, tant que les conséquences de nos recherches d'efficience et d'action n'atteignent pas un certain maximum. Donc ces réflexions-là sont à l'origine de l'intelligence artificielle. C'est la compréhension de la cognition humaine qui a rendu possible la création d'artefacts en intelligence artificielle qui vont être véritablement utiles dans des conditions réelles. Sans la compréhension du doute, sans la compréhension de la simulation, de l'expérimentation, du test, on n'aurait pas aujourd'hui des dispositifs effectifs qui puissent vraiment s'intégrer comme des agents partenaires de la pensée humaine. Créer un agent qui ne correspond pas dans ses méthodes de fonctionnement à des êtres humains, c'est vouer cet agent à être totalement inutile, voire dangereux. Deuxième élément, la formalisation de la décision. Des méthodes et des techniques. Newell, Simon et la plupart des chercheurs d'intelligence artificielle ne sont pas contentés de théoriser. Ils ont mis en place des méthodologies pour formaliser la décision. Des méthodologies que les entreprises ont mis en place pour gérer leur système décisionnel. Troisième élément, évidemment, mais je fais exprès de le mettre en dernier, troisième élément, c'est leur automatisation. C'est que l'arrivée de l'informatique a permis de
plus en plus à automatiser des éléments de plus en plus grands de la chaîne décisionnelle. Et ça, c'est un moment important. L'intelligence artificielle, c'est l'automatisation non pas de l'information et de la communication. L'intelligence artificielle, c'est l'automatisation de la décision. Et donc, des sciences de la décision. Enfin, Newell et Simon se sont beaucoup attachés à la réflexion de l'interface homme-machine, c'est-à-dire de l'intégration de l'agent en tant qu'agent participant dans un milieu hybride fait d'humains et d'autres agents. Ils n'ont jamais pensé à l'intelligence artificielle comme un grand remplacement, comme quelque chose qui ferait tout à la place de l'être humain, mais bien au contraire comme un partenaire, comme un agent qui doit comprendre les autres agents humains, naturels, animaux, et qui doit en plus être capable d'interagir avec eux, c'est-à-dire de communiquer, d'informer, voire d'ordonner à des agents qui ne sont pas des agents artefacts, d'ordonner une certaine fonction et d'être écouté, d'être suivi. Et tout ça est une question de design, tout ça est une question de design d'interface, d'échange d'informations entre des agents de nature différente. Enfin, dernier élément, on oublie souvent qu'Herbert Simon, c'est avant tout une théorie du management. Une théorie du management dans un environnement complexe. Comment fait-on pour que les agents, que ce soit des artefacts ou que ce soit des êtres humains, puissent se coordonner, se synchroniser, fonctionner ensemble? Comment fait-on pour que les règles collectives priment sur l'intérêt individuel? Et donc c'est toute une théorie de la société, en organisation et en société, qui guide le management dans des systèmes complexes. Et ce sont peut-être la partie la moins étudiée et la moins surprenante. Non, pardon. Et c'est peut-être la partie la moins spectaculaire des théories de Simon, mais la théorie du management chez Simon dans un environnement complexe est justement ce qui nous manque aujourd'hui. Non pas qu'elle ne soit pas là, puisqu'elle a déjà été écrite, mais celle qui est la moins diffusée, la moins intégrée, parce que nous allons rentrer dans des organisations et des sociétés extrêmement hybrides entre agents artificiels et individus, et sans management, évidemment, il n'y a aucune chance que ces nouveaux modèles d'organisation fonctionnent. Donc, retenez cette chose, l'intelligence artificielle, c'est d'abord la résultante technique et mécanique, d'une réflexion sur la rationalité humaine dans des environnements limités, 2, sur la formalisation de cette rationalité, 3, cette capacité à ce que ce qu'on a compris de la rationalité individuelle devienne une rationalité collective où chaque agent participe sans échec à cette rationalité collective, où chaque agent... 3, il s'agit aussi d'une réflexion sur l'intégration de ces agents dans une rationalité collective, un artefact cognitif, que ce soit l'entreprise ou la société. Et en plus, un collectif qui est hybride entre agents techniques et agents humains, agents un peu plus complexes et un peu plus incertains. Voilà, je vous laisse là. Désormais, on va rentrer véritablement à la fois dans la théorie de la décision, mais aussi dans son informatisation. Merci de votre attention, à tout de suite.